Le Lockheed Constellation est un des appareils qui a le plus contribué à la renaissance des compagnies aériennes après la guerre. The Queen of the Skies, la reine du ciel comme on l'appelait, était l'avion de ligne le plus puissant et le plus moderne de son temps. Son succès s'explique par la réunion d'un grand nombre d'innovations techniques. En plus, les courbes de son fuselage et l'équilibre de ses lignes en font un appareil remarquablement beau, à la différence des autres avions de ligne quadrimoteurs. Le Constellation était le nec plus ultra des appareils de transport à moteur à piston. Ces versions, aussi bien civiles que militaires, représentaient un progrès important, mais l'apparition de l'aviation en réaction a raccourci sa durée de vie. Lockheed, qui a été créé en 1913, avait la réputation de construire des avions de ligne excellents. Il y avait d'abord eu le Vega et puis ensuite l'Orion. Deux pilotes très connus, Willy Post et Amelia Earhart, ont tous les deux volé sur Lockheed et établi un grand nombre de records. Les fabrications Lockheed exploitaient au mieux la technologie de leur époque. Elles allaient même bien au-delà, elles étaient très innovatrices. Une succession d'ingénieurs de talent sont passés chez Lockheed. Jacques Northrop et ensuite Gerald Vultee. Quand ces deux hommes ont quitté Lockheed pour fonder chacun leur propre entreprise, Lockheed a eu la chance de disposer du meilleur tandem d'ingénieurs de l'histoire de l'aviation. Hall Ibbard et Kelly Johnson. L'Electra et le Lodestar, d'excellents appareils de transport bimoteurs, sortent de chez Lockheed. Ils pouvaient transporter de 10 à 14 personnes dans des conditions qu'on pourrait qualifier d'un confort relatif. C'est aux commandes d'un Super Electra qu'en 1938, Howard Hughes a effectué un tour de l'hémisphère nord en 3 jours et 19 heures. C'était le début de la coopération entre Lockheed et Howard Hughes, qui plus tard s'adressera à ce constructeur pour satisfaire ses ambitions aéronautiques. Son vol de près de 24 000 km ne faisait que confirmer la théorie de beaucoup de gens, à commencer par Hughes lui-même, selon laquelle dans le futur, les avions de ligne seraient les moyens de transport de masse. Mais pour y arriver, les avions devaient pouvoir embarquer beaucoup plus de monde et sur des distances beaucoup plus grandes. Lockheed travaillait déjà sur un projet de ce type avec son modèle 44, l'Excalibur, prévu pour embarquer 36 passagers quand Hughes a pris contact. Hughes savait exactement quel appareil il voulait pour sa compagnie TWA. Il voulait un avion capable de transporter 3000 kg entre New York et Los Angeles, sans escale et en 8 ou 9 heures. Ce devait être un quadrimoteur pressurisé, luxueux, avec une vitesse de croisière de 500 km/h. C'est le bureau d'études de Lockheed qui a conçu et réalisé cet appareil dont la capacité et les performances avaient été fixées par TWA. Pour certains de ces éléments, il a profité de l'expérience acquise avec d'autres projets. Sa voilure était extrapolée de celle du P-38 Lightning, un chasseur. Sa triple dérive, un concept Douglas à l'origine, avait été essayé sur le modèle 44. Kelly Johnson était complètement impliqué dans ce nouveau projet. Sur ces images prises par une caméra installée dans la soufflerie, il procède lui-même à certaines modifications. Ce projet bénéficiait tellement du travail effectué pour le 44 qu'au début, il a gardé son nom d'Excalibur. Il est ensuite devenu le modèle 49, ce sera finalement le Constellation. Dans ce domaine de l'aviation de transport, la lutte entre les concurrents de Lockheed était acharnée. En Amérique, Douglas semblait faire la course en tête, mais aucun d'eux n'avait l'appui d'un client aussi déterminé et aussi riche qu'Howard Hughes.
leur projet ne représentait pas une grande avancée, c'était plutôt des appareils de transition. Lockheed avait réalisé des travaux de recherche et de développement très importants dans les années 30, ce qui l'a beaucoup aidé dans ce nouveau projet. Il avait déjà expérimenté un système de pressurisation avec l'armée. Un Electra, qui avait reçu l'appellation militaire de XC-35, avait été spécialement modifié pour le tester. Il avait volé pour la première fois le 7 mai 1937. Ces essais ont permis à Lockheed de mettre au point le système du Constellation. La pression à l'intérieur de l'appareil restait celle du niveau du sol jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Quand l'appareil était à 6000 mètres, elle ne dépassait pas la pression rencontrée à 2400 mètres d'altitude. Le XC-35 était un premier avantage de Lockheed sur ses concurrents. Le P-38 Lightning en était un autre. Son plan de voilure a servi de modèle à celui du Constellation. Cela n'a pas empêché que le Constellation soit proposé à Howard Hughes à un prix considéré comme astronomique à cette époque. Hughes, qui était très déterminé, a financé le développement de ce projet dès ses premières réunions avec Lockheed en juin 1939. Mais les choses ont avancé lentement, car il a fallu résoudre un grand nombre de problèmes avant de lancer la production. Si le bureau d'études de Lockheed a abordé ce projet sans a priori, c'est peut-être parce que ce constructeur n'avait jamais construit d'appareil aussi gros. Exemple, les décisions qui ont déterminé la forme du Constellation. Des gros moteurs tournant à bas régime fatiguent moins et ont moins de chances de tomber en panne. On a donc pensé à combiner des moteurs de ce type avec des grandes hélices. Mais des grandes hélices imposent une garde au sol monstrueuse et donc un train d'atterrissage à vent très haut. Pour éviter cela, le nez du Constellation était incliné vers le bas. Les turbulences provoquées par des hélices d'une telle taille risquait de rendre sa triple queue inefficace en vol. Pourtant, une seule dérive centrale aurait été trop haute pour les hangars. Solution, l'arrière de son fuselage a été relevé pour dégager sa triple dérive du flux de ses hélices. Voilà pourquoi cet avion, vu de profil, ressemble à un S aplati. Peu importe, cela fonctionne et en plus ce dessin est superbe. Le premier Constellation n'a pas été livré à la compagnie de Howard Hughes, mais à l'US Army Air Force. Les États-Unis étaient entrés en guerre, la production d'avions civils était désormais consacrée à l'effort de guerre. Les contraintes imposées par la guerre ont encore ralenti la sortie du Constellation. Mais le projet 49 finit par prendre l'air pour la première fois le 9 janvier 1943. Le premier avion était le prototype de production. Il n'y avait pas eu d'appareil de pré-série. Toutes les commandes civiles avaient été réquisitionnées avant même l'entrée en guerre des États-Unis. En 1942, l'armée en commande 300 autres, la plupart avec des moteurs plus puissants. Les Constellations étaient devenues des appareils militaires, c'étaient désormais des C-69. Des problèmes de moteur ont retardé les essais. L'Army Air Force devra attendre jusqu'au 29 juin 1943 pour recevoir son premier exemplaire.
Pendant que l'appareil était immobilisé au sol, Lockheed et TWA en ont profité pour le repeindre et pour réaliser des prises de vue publicitaires. Une partie des essais en vol a également été effectuée avec le prototype peint aux couleurs de TWA. Mais cela n'est rien à côté du coup monté par Howard Hughes avec le second appareil. Sa production avait été retardée et il n'a pu décoller qu'en 1944. Il est livré à la TWA pour le compte de l'armée le 16 avril. Son immatriculation est militaire, mais il est peint aux couleurs de la compagnie. Le lendemain, il décolle avec Hughes à ses commandes. Il relie Burbank à Washington, soit 3700 km en un temps record de 6 heures et 57 minutes. Vitesse moyenne, 550 km/h. À cette époque, une telle vitesse était jugée respectable pour un chasseur. Cela a été un excellent coup publicitaire pour Hughes, pour TWA, mais aussi pour Lockheed et pour l'Army, le constructeur et l'utilisateur du Constellation. Après ce record, il est resté une semaine à Washington où il a pu être exposé et examiné. Au cours des 18 mois suivants, les C-69 ont effectué des vols à longue distance significatifs et battu un certain nombre de records. Ils vont établir plusieurs records transatlantiques, réduisant le temps du trajet jusqu'à Paris à moins de 10 heures. Avec le Constellation, l'Army disposait d'un avion de transport de troupes efficace. Le C-69 pouvait transporter 64 hommes en armes. Il pouvait aussi embarquer un tank léger ou d'autres véhicules moyens. La consommation de ces gros moteurs qui tournaient lentement était excellente. Son rayon d'action, sa vitesse et sa capacité d'emport plaçaient le Constellation bien devant ses concurrents. En 1945, ce n'était pas le plus important, mais cela allait représenter un avantage considérable pour Lockheed après la guerre. L'Army avait absolument besoin d'un avion de transport, mais elle n'a jamais considéré la construction du Constellation comme une priorité. Elle avait demandé à Lockheed de concentrer ses efforts sur d'autres appareils de guerre. En plus de celles de ses Hudson et Lightnings, Lockheed était impliqué dans la fabrication des Boeing B-17. Lockheed s'est beaucoup occupé de quadrimoteurs pendant la guerre, mais il s'agissait plutôt de forteresses que de constellations. Sur les milliers d'appareils fabriqués par Lockheed durant cette période, il n'y a eu que 22 C-69. Les centaines de C-69 commandés n'ont jamais été livrés. À la fin de la guerre, 15 avaient été réalisés et 7 à moitié terminés. Il faut dire qu'on avait demandé à Lockheed de fabriquer plutôt d'autres types d'appareils. En plus, le Constellation utilisait le même moteur que le B-29 et il n'avait droit qu'à une faible quantité de ceux-ci. Et ils avaient de graves problèmes de mise au point. Leur petit nombre disponible a ralenti la fabrication du Constellation et souvent interrompu ses essais. Tous les appareils équipés de ce type de moteur étaient régulièrement immobilisés au sol. À la fin de la guerre, 12 des 15 exemplaires en service dans l'Army sont déclarés inutiles. Toutes les commandes militaires sont annulées. Mais Lockheed décide de continuer la fabrication du Constellation et d'en faire sa production numéro 1 dans la perspective de l'expansion des vols commerciaux. Les concurrents de Lockheed, eux, cherchaient à transformer leurs bombardiers en appareils de ligne ou à moderniser leurs projets d'avant-guerre. Lockheed, lui, se trouvait dans une position idéale avec un avion parfaitement au point et très en avance sur tous les autres. En rachetant à l'Army ces C-69, y compris ceux qui n'étaient pas encore terminés, Lockheed était en mesure d'offrir aux compagnies aériennes un avion complètement nouveau dès la fin de la guerre. La Pan Am a été la première à en recevoir. Le Constellation effectue son premier vol commercial régulier le 3 février 1946. La TWA le met en service 3 jours plus tard,
d'abord sur ses lignes transatlantiques et un mois après pour ses vols transcontinentaux à l'intérieur des États-Unis. Les autres compagnies n'avaient que des DC-4, le Constellation était bien plus performant que le Douglas plus ancien. Le Constellation était inégalable. En moins de 2 ans, les autres compagnies qui exploitaient des lignes transatlantiques ont été obligées de l'adopter. Lockheed avait 18 mois d'avance sur Boeing, Douglas et Republic. Les compagnies aériennes le savaient très bien. Une semaine après la fin de la guerre, 8 de ces compagnies avaient déjà commandé plus de 100 constellations à Lockheed. Ces commandes représentaient un montant de plus de 75 millions de dollars. Elles ont permis à Lockheed de conserver sa main-d'œuvre spécialisée. Les ex-appareils militaires récupérés ont été très vite écoulés et des appareils tout neufs ont commencé à sortir des chaînes de fabrication. Ils étaient destinés à un usage civil, cela ne les empêchait pas d'être identiques aux C-69 de base commandés par l'armée. L'avion a abandonné sa dénomination militaire pour reprendre son numéro d'origine. L'appareil de base était le modèle 49. Pendant la guerre, Lockheed avait développé 5 autres versions de son Constellation. Il s'agissait des modèles 149, 249 et ainsi de suite. Un de ces projets était un bombardier, les 4 autres des appareils de transport, dont 3 essentiellement civils. Le 49 civil a été construit à 73 exemplaires, y compris les C-69 recyclés. C'est leur existence, juste après la guerre, qui a donné le temps à Lockheed de faire évoluer son Constellation en un véritable appareil civil. Pour certaines compagnies, le Constellation était une chance extraordinaire. Il leur a permis de jouer dans la cour des grands. Exemple KLM, qui utilise des modèles 49 pour ses vols transatlantiques dès novembre 1946. Elle les a gardés jusqu'au milieu des années 50. À cette époque, KLM était une compagnie importante, assurant un grand nombre de liaisons. Le travail sur ce qui allait devenir la véritable version civile a commencé en mai 1945. Il s'agissait du modèle 649 développé avec Eastern Airlines. Ce modèle disposait entre autres d'une soute extérieure appelée Speedpack. Cette invention n'est qu'un exemple de plus de l'imagination du bureau d'études Lockheed. En effet, l'espace de chargement dont disposait le Constellation était insuffisant quand il était configuré pour un nombre de passagers maximum. Mais dans le même temps, ces moteurs disposaient d'une réserve de puissance. Pour ne pas réduire le nombre de passagers transportés, on boulonnait une soute supplémentaire en dessous de son fuselage. Sa capacité est augmentée de 3,5 tonnes et sa vitesse réduite de seulement 15 km/h. Ce modèle avait des moteurs plus puissants de 2500 chevaux. Le 649 effectue son premier vol le 18 octobre 1946. Il représente un progrès sensible par rapport au modèle 49. Il est mieux insonorisé et avec sa climatisation, son confort est de loin supérieur à celui de tous les autres avions de ligne de l'époque. Ces constellations, surnommées Gold Plate par Eastern Airlines, sont mises en service en mai 1947. La version suivante, le 749, apparaît alors qu'Eastern n'a pas encore reçu tous ses 649. Il a été mis au point spécialement pour les vols intercontinentaux. Il s'inspire fortement du 649. Il a des réservoirs supplémentaires en bout d'aile qui rallongent son rayon d'action de 1600 km. Ce modèle peut faire New York-Paris sans escale. Le 749A aura droit à encore d'autres améliorations. Air India est la première compagnie à le mettre en service, en plus de ses autres constellations. Cette version a été modifiée pour augmenter sa masse au décollage. Sa charge utile est accrue de plus de 2 tonnes. Il faut dire que le Constellation avait pris beaucoup de poids.
Au début, le C-69 avait une masse maximum légèrement supérieure à 32 tonnes. Celle du 749A était de 48 tonnes. Parallèlement, sa distance franchissable était passée de 3800 à plus de 5000 km. Un bon nombre des améliorations apparues avec le 749A seront intégrées aux anciennes versions, ce qui les rendra difficilement identifiables. Le Constellation représentait le nec plus ultra des appareils à hélices. La technologie de ces hélices elles-mêmes était ultra moderne. Leur pas inversible permettait aux constellations d'atterrir très court. Ils pouvaient même reculer pour se garer. Elles pouvaient aussi se mettre en drapeau pour réduire leur traînée en cas de panne d'un des moteurs. L'utilisation poussée à l'extrême de ces hélices à pas réversibles pouvait être très spectaculaire. Ces hélices étaient parfaitement adaptées à ces énormes moteurs. Elles imposaient une garde au sol importante avec des trains d'atterrissage longs, mais en contrepartie, elles présentaient beaucoup d'avantages en vol. Les gros moteurs du Constellation tournaient très lentement, sans effort et avec une consommation minimum. Le Constellation pouvait encore voler avec 2 moteurs coupés, même si ces 2 propulseurs en panne étaient situés du même côté. En usage normal, ces moteurs ne fournissaient qu'une faible partie de leur puissance. Ils avaient donc des réserves considérables. À l'origine de la version 749A, il y a le regain d'intérêt des militaires pour cet appareil. Les premiers C-69 avaient posé des problèmes à l'Army car leur concept était expérimental. L'Army, qui disposait d'un nombre important de C-54, dérivés du DC-4, avait abandonné le Lockheed. Mais en 1948, l'US Air Force, qui vient d'être constitué encore indépendant, va s'intéresser aux constellations. Désormais, sa conception ultramoderne ne représentait plus un risque comme en temps de guerre. Le C-121A, commandé par l'Air Force, n'est que la version légèrement modifiée d'un avion de ligne qui a fait ses preuves. 2 de ces appareils sont immédiatement réservés au transport des personnalités. Celui du général MacArthur s'appellera Bataan, comme son vieux C-54. Celui du général Eisenhower s'appellera Columbine. Quand il sera président, Eisenhower utilisera 2 autres constellations, Columbine 2 et Columbine 3. Les autres C-121A servent à transporter du fret ou des hommes. Leur plancher est renforcé, ils ont des grandes portes à l'arrière. Dans les années qui suivent, les 10 avions commandés par l'Air Force seront tous transformés en appareils pour le transport des personnalités. Le premier est livré en décembre 1948, le dernier en mars 1949. Ces appareils seront utilisés pendant près de 20 ans. Ils ne seront réformés qu'à la fin des années 60. La Navy observait avec intérêt le retour du Constellation au sein de l'Air Force. Une nouvelle fonction militaire de cet appareil était sur le point de voir le jour. Le C-121 va entraîner une redéfinition de l'utilisation militaire des gros avions de transport. Le Columbine 3, l'avion du président Eisenhower, n'avait plus rien à voir avec son premier Constellation. Cette version était un rappel volant des premiers appareils construits, des premiers C-69. Son immatriculation militaire était 310-309. Son numéro de série, 1961. C'est sous le nom de Vieux 1961 qu'il va devenir célèbre.
Pendant la guerre, le premier Constellation avait participé à l'effort de l'Army. Il avait été remotorisé en catastrophe avec des Pratt & Whitney en étoile, car ces doubles cyclones Wright n'en finissaient pas de poser des problèmes. Ainsi transformé, il avait été rebaptisé XC-69E. Il ne sera plus transformé jusqu'à la fin de la guerre, moment où il a été mis en vente et racheté par Howard Hughes. En 1949, ce dernier le revend à Lockheed, qui le transforme à nouveau pour en faire le prototype du modèle 1049. Cet appareil avait un fuselage rallongé de 3 mètres en avant de ses ailes et de 2 autres mètres derrière. Lockheed lui donne le nom de Super Constellation. TWA avait participé au développement de cet appareil, mais Eastern Airlines avait passé sa commande avant et reçoit le premier. Son fuselage allongé n'est pas sa seule amélioration, il y en a beaucoup d'autres. Un meilleur système de dégivrage, des surfaces de voilure renforcées, de plus grands réservoirs et des nouveaux moteurs. Sa masse totale n'est augmentée que de 12%, mais sa charge utile de 40%. Selon les configurations, il peut accueillir de 69 à 109 passagers. Il y a des versions long courrier, d'autres pour les courtes distances. On peut aussi l'aménager pour transporter plus de fret sur certaines routes ou simplement quand il y a moins de passagers à bord. Lockheed cherche par tous les moyens à ne perdre aucune parcelle de son marché. Ces avions étaient assemblés dans le hangar des géants qui portait particulièrement bien son nom. Sa première version ne va pas durer longtemps. Elle devait recevoir un tout nouveau moteur Turbo Compound, mais des difficultés de mise au point ont obligé à remonter les anciens moteurs en étoile, légèrement améliorés. Ces moteurs ne délivraient que 2700 chevaux. Le Super Constellation, surpassé par le Douglas DC-6, ne sera construit qu'à 24 exemplaires. Lockheed a poursuivi la mise au point du nouveau moteur, et il y a encore eu des problèmes, mais cette stratégie a payé car les ventes ont redémarré. Avec son nouveau propulseur, le Super Constellation avait un rapport poids-distance franchissable amélioré de 20%. Le Super Constellation faisait de nouveau bonne figure face à ses rivaux. Les militaires étaient très intéressés par un Super Constellation amélioré, alors qu'ils ne voulaient pas du modèle original, pas assez puissant. Cette remotorisation a donné un coup de fouet aux ventes des versions civiles. Sans cette évolution, le Super Constellation n'aurait peut-être jamais servi à tester ce qui va être une véritable révolution de l'aviation militaire. Aujourd'hui, le concept de poste de commandement volant, comme celui d'appareils de surveillance électronique ou radar, n'a plus rien d'extraordinaire. Leur utilité est incontestable, ils sont devenus indispensables. C'est avec des constellations que leur validité a été prouvée. C'est aussi le Lockheed qui a effectué les premières missions opérationnelles de ce type. Le vieux 1961 a été le premier appareil équipé de coupelles radar au-dessus et en dessous de son fuselage. Les premiers constellations de surveillance ont été livrés à la Navy. Ils ont remplacé des vieux bombardiers transformés.
À bord, il y a un équipage de 22 personnes composé des pilotes, des opérateurs radars et des ingénieurs. Le rayon d'action de ces appareils et la grande portée de leurs installations électroniques ont très vite démontré la validité de ces WV-1 de la Navy. Leur utilisation est devenue courante dans les opérations navales. L'Air Force ne va pas tarder à reprendre cette idée. L'Air Force avait commandé des superconstellations pour les utiliser comme appareils de transport, mais elle s'est rendue compte qu'ils seraient plus utiles comme appareils d'alerte avancée. Elle modifie la commande de ces 10 premiers appareils qui seront des appareils de surveillance radar, les RC-121C. Ces appareils, remplis de 7 tonnes de matériel radar, pouvaient patrouiller à 550 km/h pendant 24 heures. Le RC-121C était comparable aux superconstellations de la Navy. Au-dessus de son fuselage, il avait une bosse de 2,40 m dans laquelle se trouvait son radar de recherche. Il avait aussi un scanner dans un dôme ventral. Les RC-121C sont entrés en service en 1953. Ils ont surtout servi à patrouiller le long de la côte ouest des États-Unis. Le modèle suivant, le RC-121D Warning Star, est commandé à 72 exemplaires dès 1954. Ces appareils ne servent plus seulement à la détection, ils ont aussi des fonctions offensives, par exemple le guidage des intercepteurs. Le Warning Star a été à la base d'un grand nombre d'options. Une fois admise l'idée d'installer du matériel électronique à bord d'un avion, on a assisté à une avalanche de propositions. Les systèmes électroniques et de surveillance ultramodernes se sont multipliés. Souvent, des versions de transport étaient renvoyées à l'usine dès qu'elles étaient livrées pour être transformées en avions électroniques. Les différents services de l'armée semblaient avoir un appétit insatiable pour ce type de machine. Le modèle principal sera construit à plus de 220 exemplaires, sans compter les petites séries et les versions uniques. Il ne faut pas oublier non plus que la plupart de ces appareils ont été entièrement rééquipés au moins une fois. L'Air Force et la Navy ont utilisé plus de 25 désignations différentes pour identifier leurs constellations équipées de radars ou de postes de commandement volants. Ces constellations n'ont pas servi que de banc d'essai. Ils ont été aussi très utiles à une époque où on ne disposait pas d'autres moyens. Au plus fort de la guerre froide, quand la politique était dictée par la méfiance et l'hostilité, ces yeux électroniques installés dans le ciel fournissaient en permanence une vision plus calme de la réalité. En 1962, la désignation RC se change en EC. C'est sous cette appellation que les constellations vont établir leur réputation au Vietnam. Ils étaient un élément central de la stratégie de défense américaine. Ils étaient aussi utiles que leurs homologues de transport pouvaient être inutiles. Ils avaient besoin d'un carburant différent, leurs moteurs à piston étaient des antiquités, mais on continuait à les entretenir avec le plus grand soin. Leur âge et leur technologie dépassée ne les ont pas empêchés de rester essentiels. Certains sont restés en service jusqu'au début des années 80. Leur longévité s'explique par la façon dont ils ont été entretenus, mais aussi par leur conception et par leur qualité de construction. L'arrivée des appareils à réaction a été le début de la fin pour les constellations. L'apparition d'avions de ligne à réaction a bouleversé le marché. Lockheed était déterminé à ne pas se laisser distancer. Il connaissait les limites de cette nouvelle technologie. Il a cherché à améliorer les moteurs compound et les systèmes turboprops qui utilisaient des réacteurs pour entraîner des hélices. Lockheed avait déjà prolongé les moteurs à piston en leur ajoutant des turbocompresseurs qui augmentaient leur puissance de 20%. Il s'agissait là de l'ultime aboutissement de cette technologie. La combinaison de la réaction et de l'hélice était la technique supposée la plus efficace.
Une fois de plus, c'est le bon vieux 1961 qui va servir de banc d'essai à une innovation majeure. Son moteur extérieur droit est remplacé par un turbopropulseur Allison. Cela n'a pas suffi à sauver le Constellation, mais c'était un pas en direction d'un des appareils les plus réussis de Lockheed, le C-130 Hercules. L'Electra en a aussi profité et Lockheed a pu garder une place dans le secteur de l'aviation commerciale. Mais en ce qui concerne le Constellation, le fait qu'il soit considéré comme le meilleur avion de ligne à moteur à piston a quelque peu empêché de prendre au sérieux l'éventualité d'une version à réaction. D'autant que le modèle le plus achevé, le Starliner, était encore à venir. Avec son Starliner, qui avait une nouvelle voilure, Lockheed espérait garder le contrôle du marché des longs courriers civils. Les commandes de Super Constellation ne se sont pas arrêtées tout de suite, mais les clients ne se sont pas précipités sur le nouvel avion. Il n'a finalement été construit qu'à 44 exemplaires. La plupart ont été arrêtés assez vite et remplacés par des jets. Le Starliner est sans aucun doute le plus beau des avions à moteur à piston, mais il est arrivé trop tard. Lockheed a continué de travailler sur son Constellation. C'est par exemple sur lui qu'ont été essayées et mises au point des antennes devenues aujourd'hui familières. Le développement du Starliner a permis à Lockheed de faire de nouvelles propositions à l'US Air Force. Son constructeur a investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour trouver le meilleur équipement qui convienne à cet avion. Son antenne rotative n'est qu'une des innovations développées pour ce projet. Avec ses turbopropulseurs, son rayon d'action augmenté, ses aménagements particuliers et un grand nombre de nouveaux systèmes, le Starliner attendait ses clients. À ce moment, il n'y avait plus aucun doute sur l'utilité des radars et des postes de commandement volants. Le maintien d'une flotte d'appareils de ce type était indispensable. Il allait bien falloir remplacer les C-121 qui se faisaient vieux. Quand l'appel d'offres a été lancé, Lockheed savait déjà que quelle que soit la qualité de sa proposition, elle n'avait aucune chance de l'emporter. Les spécifications réclamées n'ont fait que confirmer les craintes de Lockheed. La version militaire du Starliner, comme la civile, était dépassée. En fait, l'Air Force ne cherchait pas seulement à remplacer ses constellations, elle cherchait à les remplacer par un appareil à réaction. Boeing disposait alors du meilleur appareil, le KC-135, un ravitailleur mis au point pour l'Air Force. L'apparition de nouveaux appareils n'a pas signifié pour autant la fin de l'utilisation militaire du Constellation. Mais la mise en service du Boeing civil a obligé très vite les compagnies aériennes à abandonner leur Constellation. Cela n'a pas été le cas pour l'Air Force et la Navy qui étaient satisfaites de leur Constellation et en avaient encore besoin. Les premiers C-121 de l'US Air Force déployés dans le sud-est asiatique arrivent en Thaïlande en avril 1965. Les constellations de la Navy y avaient été impliquées dès août 1964 au moment de l'incident du Tonkin. Les constellations ont opéré tout au long de la guerre, rendant des services inestimables. Ils ont rempli un grand nombre de fonctions différentes. Leurs fuselages, dans lesquels il y avait beaucoup de place, ont été rééquipés plus d'une fois. La diversité des constellations déployées au Vietnam est la preuve de la variété des missions qui lui étaient assignées par les différents services. Son premier rôle était celui d'un poste d'alerte volant. Il y a eu quelques versions utilisées pour le transport, en premier lieu pour des évacuations médicales et pour le transport des personnels. Mais ce sont les versions électroniques qui ont été le plus déployées. Une de celles-ci était un relais pour les informations provenant de détecteurs installés sur les routes de ravitaillement nord-vietnamiennes au cours de l'opération Igloo White. Se servir des jets pour ces missions, alors qu'ils étaient utilisés à plein pour des missions de ravitaillement, aurait été aberrant.
Et les Konis, disponibles et fiables, faisaient parfaitement l'affaire. Au départ, le déploiement des constellations au Vietnam était purement défensif. Ils servent d'alerte radar contre les bombardiers nord-vietnamiens. Mais ces missions ne durent pas longtemps et ils ont servi à bien d'autres choses. Ce Kony, un NC-121J de l'escadrille VX-8 de la Navy, effectue une mission exceptionnelle. Cette dénomination est appliquée à une série d'appareils modifiés selon des spécifications secrètes. Aucun appareil de ce nom n'est identique. C'était un rassemblement hétéroclite d'exemplaires uniques. L'équipement installé dans celui-ci est véritablement hors norme. Les magnétoscopes à bande magnétique de 2 pouces dont il dispose sont les meilleurs appareils professionnels de cette époque. Cet avion sert d'émetteur de télévision et de radio pour les forces armées. De cette façon, les brouillages Viet Cong sont en grande partie éliminés. Pour émettre à partir du sol, il aurait fallu des infrastructures qui auraient représenté des objectifs et qu'il aurait donc fallu protéger. Ce Constellation coûtait moins cher que tout un réseau d'émetteurs. La plupart des constellations utilisées au Vietnam ont été impliquées bien plus directement dans le conflit. Une de leurs tâches les plus difficiles a été la surveillance des communications nord-vietnamiennes. Dès le début des opérations au-dessus du Nord, les constellations sont devenues indispensables. Leur rôle est progressivement passé du défensif à l'offensif. Les MiG nord-vietnamiens étaient informés avec précision des mouvements des avions américains dans leur espace aérien. Les avions radars américains ont procuré à la chasse américaine le même genre d'informations. Mais avec l'évolution de la guerre, le rôle des constellations est devenu beaucoup plus actif. Ils servaient directement à diriger les raids d'attaque contre le Nord-Vietnam. Et quand le Nord a commencé à s'équiper de missiles, les Konys ont servi à repérer les sites de lancement de SAM. Cela permettait 2 choses. D'une part, prévenir les avions américains du danger, et d'autre part, diriger dessus les appareils qui allaient les détruire. Les constellations ont accompli leur dernière mission dans le sud-est asiatique en mai 1974, bien après les dernières opérations offensives des forces américaines. Ces constellations étaient restées sur place pour des missions de surveillance. Le premier Constellation équipé pour la surveillance électronique avait été présenté à la Navy 25 ans auparavant. Et cela faisait aussi 31 ans qu'avait eu lieu le premier vol d'un Constellation. Les constellations ont été arrêtées bien avant d'être usées. Les grandes compagnies aériennes ont été obligées, en partie pour des raisons de prestige, d'abandonner leurs avions à hélice. Au début des années 60, les constellations civiles n'étaient plus utilisées que par des petites compagnies et sur des lignes de moindre importance. On a continué de les utiliser pendant de longues années. Progressivement, ils sont devenus des avions cargo et encore après des appareils agricoles ou des appareils anti-incendie. L'utilisation militaire des constellations a duré beaucoup plus longtemps. Les derniers exemplaires de la Navy ont été retirés en juin 1982. Les derniers construits étaient sortis de chaîne en 1958. En 16 ans, Lockheed a fabriqué au total 856 constellations.
Leur début remonte à la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient encore là quand la navette spatiale volait. Ils ont servi de banc d'essai à de nombreuses innovations. Le résultat de ces expérimentations est encore exploité par l'aéronautique d'aujourd'hui, aussi bien civile que militaire. Le Constellation est un des plus beaux avions jamais construits. Mais avec le temps, il a fini par ne plus valoir que son poids à la ferraille. Très peu d'exemplaires ont échappé aux récupérateurs. Ceux qui restent sont maintenant des pièces de musée.